Bonjour. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Régis Castagnet, qui est directeur général d'Equinix Europe du Sud, donc ça veut dire la France, l'Italie, l'Espagne et le Portugal. Régis Castagnet, bonjour. Bonjour. Alors, vous savez, on commence toujours par cette question traditionnelle, l'actualité récente, donc de la semaine passée ou des semaines récentes, qui a retenu votre attention parmi la foultitude d'événements qui a pu se produire, parce qu'on sait que dans notre secteur, il se passe quand même pas mal de choses. Tout à fait, une belle accélération. Je vais prendre un événement auquel j'ai eu la chance de participer, qui est l'AWS Summit, qui a eu lieu cette semaine à Paris. La semaine dernière. La semaine dernière, pardon, effectivement, tout à fait. Au Palais des Congrès. Et pourquoi cet événement? Parce que quand on regarde les précédentes éditions, on a eu une population beaucoup plus large qu'initialement. On était à peu près à 5000 personnes, donc qui sont venus là pour écouter un des grands fournisseurs de cloud. Donc une montée en puissance. Donc montée en puissance quand même très sérieuse. Et puis quand on regarde le profil des gens qui étaient là, on va retrouver beaucoup d'entreprises, de corporates françaises, et beaucoup de DSI, beaucoup de directions qui se posent la question de l'utilisation réelle du cloud. Et ce qui était intéressant, c'est qu'il y a eu un certain nombre de témoignages de clients utilisateurs qui ont parlé de leurs propres expériences, de leurs use cases, et qui ont expliqué comment eux utilisaient le cloud. Et pour moi, c'est très important dans cette période un peu, on va dire, relativement trouble, où beaucoup d'entreprises savent qu'ils doivent utiliser tout ou partie du cloud, mais ne savent pas obligatoirement comment faire cette transition. Donc ce type d'expérience client, pour moi, est très, très porteuse. On a un certain nombre de clients Equinix, d'ailleurs, qui ont fait ce type de migration, qui vont s'appeler Veolia avec Amazon, qui vont s'appeler L'Oréal et bien d'autres. Et c'est important que ces entreprises-là communiquent justement sur leur expérience. Donc c'est ce qui m'a marqué cette semaine et l'intérêt de la semaine. Très bien, on va glisser parce qu'on finalement on est sur des sujets très très voisins. C'est vraiment ce qui concerne Equinix. On va parler donc de votre société. Donc je ne vais pas refaire l'historique parce que ce sera un peu long, mais vous fêtez votre 20e anniversaire, si ce n'est pas déjà fait. Donc créé par deux anciens de Digital Equipment. Parmi nos lecteurs, il y en a certains qui s'en souviennent. Donc en gros, la fiche d'identité de l'entreprise, c'est 200 data centers sur 50 métropoles, à peu près 6000 salariés. Et puis un peu plus de 4 milliards de chiffre d'affaires l'année dernière, donc ça donne de l'importance. Et il se trouve que le cabinet Synergy Research, qui publie régulièrement à la fois l'état du cloud et l'état de la colocation, a sorti il n'y a pas très longtemps le premier trimestre. Et donc ça donne une physionomie du marché qu'on connaît bien. C'est un marché sur lequel vous êtes leader, puisque vous avez 13% de ce marché de la colocation. Et c'est un marché qui est relativement émietté, puisque le deuxième est à 8 et le troisième est à 6, donc c'est Digital Research et NTT. Est-ce que vous pensez que ce marché va se consolider assez rapidement? Et question complémentaire, c'est ils font le distinguo entre le marché de détail et le marché de gros, donc vous nous expliquerez ce que sont ces deux marchés, et vous êtes principalement sur le marché de détail. Est-ce que ça implique, je dirais, des différences sur le plan commercial, technique et tout un tas de domaines particuliers? Alors effectivement, par rapport à votre première question, on a eu notre Analyst Day il y a maintenant quelques jours et on fait ce type d'opération tous les 2 ans. Donc on va expliquer où en est Equinix et quelles sont les prévisions pour Equinix. Et ce qui est assez marquant, c'est quand on regarde la progression qu'on a eue sur les 2 dernières années, on est passé de 77 à 200 data centers, donc c'est assez colossal, de 2,7 milliards à plus de 4 milliards, et on annonce 7 milliards à l'horizon 2022, voir si les tendances sont plus positives, aller encore plus loin. Donc cette croissance d'Equinix, qui pèse aujourd'hui à peu près la même chose au Nasdaq qu'en France un EDF ou un Renault, donc c'est une jolie taille, et est très très loin devant ses compétiteurs. Le marché était beaucoup plus émietté il y a 2 ans, c'est beaucoup consolidé, donc on a fait un certain nombre d'acquisitions, très grosse acquisition en Europe avec Telecity, récemment Bitile au Japon, Metronode en Australie. Voilà, donc on continue à grossir grâce à ces acquisitions, mais également bien sûr en croissance interne. Et je pense que le marché va continuer à se consolider.
Pour une raison très simple, c'est que la taille que nous avons nous permet d'investir beaucoup plus que des petits acteurs. Et aujourd'hui, quand on regarde nos clients, 80% de nos clients, c'est vraiment colossal, sont des clients qui sont multi-pays. Donc plus on va grossir et répondre aux demandes géographiques de toutes ces multinationales, mieux vous répondrez. Voilà, et plus on va consolider effectivement le marché. Voilà. Alors maintenant, entre le marché de gros et le marché de détail. Peut-être juste une précision, si je puis me permettre. 13%, c'est en termes de chiffre d'affaires. En termes de connectivité, et en particulier la connectivité qu'on offre au cloud, on a 52% de part de marché. Donc on y reviendra peut-être tout à l'heure, mais je voudrais bien différencier ou compléter la partie data center purement hébergement et la partie connectivité. Et donc là, le fait que vous soyez principalement sur le marché de détail, alors que certains de vos concurrents font un peu des deux, et puis certains... Est-ce que ça a des implications particulières ? Alors déjà, rappelez-nous ce que c'est le détail et le gros. Enfin, oui, alors le près, détail, si on prend nos data centers parisiens, on a 800 clients dans ces data centers. Donc c'est des entreprises qui peuvent être aussi bien des corporates que des fournisseurs de cloud, des fournisseurs de réseau, des fournisseurs d'IT, peu importe. Et ces 800 entreprises se côtoient dans des data centers avec un rack, une cage de 5, 10, 20 racks, voire des espaces plus importants. L'importance de cette multitude de clients, c'est qu'on peut justement permettre à ces clients de se connecter les uns avec les autres. D'accord ? Donc quand un client, on a parlé de Veolia par exemple tout à l'heure, choisit de se mettre dans nos data centers, le nœud Amazon, l'accès au cloud d'Amazon est également dans nos data centers, et on va simplement tirer un petit bout de fibre entre ces deux. Et donc, ce qui est important, c'est justement d'avoir le maximum d'écosystèmes au sein de ce data center pour faciliter ces interconnexions. Dans un environnement qu'on appellera wholesale, où là, on n'est pas sur des contrats de service, mais on va simplement fournir de l'espace, technique certes, mais de l'espace. Donc, on est plutôt sur des baux. C'est de l'immobilier, en fait. C'est de l'immobilier, tout à fait. Dans cet environnement-là, on va avoir un nombre de clients bien inférieur, et donc pas cette foultitude de capacités d'interconnexion. De même, les opérateurs télécoms, on a chez nous, Equinix en France, 155 opérateurs télécoms. Au monde, on en a 1700, excusez-moi. Donc, l'immense majorité des opérateurs télécoms. Quand vous allez chez un wholesaler, on va avoir quelques opérateurs télécoms, et donc on ne va pas faciliter, encore une fois, ces interconnexions. Donc, pour vous, c'est un choix, enfin, c'est une stratégie d'être principalement sur le marché de détail ? Alors oui, complètement. Non, c'est une stratégie parce que dès le départ, Equinix a été créé pour offrir une place de marché neutre où vont s'interconnecter un certain nombre d'acteurs et échanger leurs flux. C'est comme ça qu'on a été créé il y a 20 ans. L'idée des deux fondateurs d'Equinix, c'était de créer cette place de marché pour que les opérateurs télécoms puissent échanger leurs flux. Ensuite, on a eu l'ensemble de l'Internet qui a échangé leurs flux. On a créé l'Internet Exchange. Ensuite, on a eu des verticaux par marché. Donc, on a eu par exemple le marché de la finance où on héberge les bourses et donc tous les hedge funds et donc tout l'écosystème financier qui est dans nos data centers. Et puis aujourd'hui, l'accès au cloud. Donc, c'est très clairement une stratégie. C'est très clairement ce qui donne la valeur d'Equinix parce que, encore une fois, certes, il faut produire la sécurité du capital végétal de l'entreprise et la disponibilité de l'informatique. Ça, ce sont les fondations de n'importe quelle entreprise de data center. Mais Equinix est beaucoup plus positionné désormais non seulement sur ses fondamentaux, mais surtout sur l'interconnexion. Parce qu'effectivement, dans le gros, finalement, la valeur qui est apportée est nettement plus faible. En fait, on fournit une infrastructure de base, l'électricité, l'emplacement, et puis c'est pas grand-chose finalement. Alors, je ne veux pas dire que c'est pas grand-chose, parce qu'après les wholesalers vont me dire non, attendez, on fait quand même un beau métier. Oui, on fait un beau métier, c'est clair. Mais c'est un métier qui reste sur ce que j'appellerais les couches basses du data center. D'accord ? Donc c'est le cooling, c'est le power, c'est la disponibilité, mais pas sur les couches hautes qui sont l'interconnexion, qui sont un petit peu ce hub où vont se rencontrer et s'échanger tous les flux. Alors, ce qui veut dire que ça a une incidence aussi sur votre stratégie d'acquisition, c'est-à-dire que dans les entreprises que vous allez acquérir, vous allez plutôt vous orienter sur des gens qui font la même chose que vous. Parce qu'imaginons que toujours. On ne fera pas d'acquisition dans un endroit reculé où il y a peu d'opérateurs télécoms et où il n'y a pas cette foultitude de
de différents acteurs qui peuvent échanger leur flux. Alors, vous avez mis en avant, et à juste titre, ce lien entre ce que vous faites, votre activité, et le fait que le cloud soit très présent dans vos data centers, et dans une ère, et ça on le voit, hein, quand on reçoit je dirais les fournisseurs IT en général, il y a une évolution clairement vers le multi-cloud, donc que ce soit donc mixer soit faire du cloud hybride, soit du multi-cloud, tout un tas de choses comme ça. Finalement, ça veut dire que vous êtes assez bien positionné pour cette évolution-là. Le chiffre que je vous donnais tout à l'heure, avec 52% des flux qui sont échangés chez nous pour utiliser le cloud, montre bien qu'on a un positionnement assez exceptionnel effectivement sur le marché. Mais en fait, ma question, elle est un peu là de ça, c'est de dire que finalement, il y a une espèce de synergie déjà existante qui vous met en meilleure position que d'autres dans cette évolution vers le multi-cloud. Tout à fait. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, 90% des RFP qu'on reçoit ne sont plus comme c'était le cas il y a 5 ans sur j'ai besoin de mètres carrés, j'ai besoin de puissance, mais sur j'ai un projet d'IoT, de big data, de mobilité, d'analytique, bref, toutes ces grandes tendances mondiales qui font que ce type de projet-là ne peut se faire qu'à proximité des écosystèmes. Parce qu'encore une fois, et juste pour clarifier, parce que je pense que c'est important, ce petit bout de fibre qu'on va mettre entre les racks d'un client et ceux de son fournisseur, en fin de compte, ça a un certain nombre d'avantages qui sont la sécurité, puisqu'on est dans le même data center. Le coût, ce petit bout de fibre, il coûte 80 € par mois versus les centaines, voire les milliers d'euros qu'on peut dépenser en opérateur télécom quand on sort de son data center. La compliance également, toujours pour cette raison de proximité, et la performance. Et le temps de latence qui est très faible, hein, je suppose. Exact, on parle en microsecondes. Donc quand vous voulez envoyer des workloads vers le cloud, vous ne pouvez pas vous permettre d'avoir des fluctuations de performance. Vous ne pouvez pas vous permettre de ne pas avoir une forte bande passante. Et ça, c'est ce qu'on offre avec ce petit bout de fibre. Et donc, on a constaté qu'à partir du moment où un client venait chez nous et allait se connecter directement au cloud, les workloads qu'il allait envoyer vers les opérateurs de cloud sont multipliés entre 4 et 10 fois. 4 à 10 fois supérieurs à quand on a une connectivité normale via un opérateur télécom ou via Internet. Et alors, donc, je suppose que vous suivez ça avec beaucoup d'attention et d'intérêt. Finalement, là, vous êtes un peu observateur. Comment vous jugez l'évolution des entreprises qui sont vos clients vers le cloud? Quel regard vous avez là-dessus? Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a en fin de compte une migration vers le cloud, mais il y a également les usages qu'on peut faire grâce au cloud. En particulier, tout ce qui est IoT est supporté par le cloud. Et donc, on voit des changements colossaux liés à la présence du cloud. Un des sujets qui nous intéresse beaucoup et sur lesquels on investit sont les voitures connectées. On va avoir des quantités de données colossales, un besoin de performance bien évidemment extraordinaire. Il vaut mieux. Et voilà, surtout quand on sera au volant, enfin on n'aura même plus de volant d'ailleurs. Et ça, ce n'est faisable qu'à partir du moment où on optimise la performance. Et donc encore une fois, je reviens sur la même chose, à partir du moment où on est dans un milieu hyper connecté où tous les acteurs sont à proximité les uns des autres. Alors justement, quand on présente une entreprise comme la vôtre qui fait de la colocation, alors parfois on ajoute colocation neutre, ou enfin on met le qualificatif, qui est important, effectivement, vous l'avez précisé. On dit toujours le nombre de data centers, et puis on met un peu en deuxième position tout ce qui est interconnexion. Vous faites état de... Alors après, vous nous expliquerez un peu tout ça, mais vous mettez en avant 280 000 cross-connect, donc vous nous direz ce que ça veut dire, mais finalement, est-ce que c'est pas ça ce qui est le plus important, c'est-à-dire c'est l'interconnexion entre tous ces data centers qui, pour les entreprises d'une certaine taille, est d'importance vitale. C'est certes, évidemment, il faut les data centers, mais s'ils ne sont pas maillés et interconnectés de bonne manière, finalement, on perd quand même une bonne partie de la valeur. Donc, est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu sur l'aspect connexion et interconnexion de vos data centers? Alors, je pense qu'effectivement, en termes de valeur, et c'est ce dont on a parlé tout à l'heure, avoir ce foisonnement est critique. Et aujourd'hui, toutes les DSI ont besoin de ce foisonnement. Toutes les DSI ont compris que
le facilitateur de leur transformation digitale, c'est d'abord une bonne infrastructure. Si on n'a pas cette bonne infrastructure, la transformation, on aura beaucoup de difficultés à la faire. Et aujourd'hui, effectivement, nous, l'évolution qu'on a vue, c'est non seulement de fournir ces écosystèmes au sein de mêmes villes, donc on a relié tous nos data centers au sein d'une ville de façon à ce que, où que vous soyez dans cette ville, vous puissiez accéder à n'importe quel donc ça, c'est player. les interconnexions métropolitaines. C'est les interconnexions métropolitaines. Mais depuis l'année dernière, on a fait évoluer notre modèle en disant à nos clients, maintenant on peut également vous proposer des interconnexions entre nos data centers et entre les différents pays. Donc par exemple aujourd'hui de Paris, si vous voulez aller chercher Alibaba qui est présent chez nous à Francfort, eh bien vous allez utiliser ce qu'on appelle notre Cloud Exchange qui est une espèce de hub d'interconnexion, notre backbone et vous allez sortir sur le point d'échange d'Alibaba qui est à Francfort. Et donc cet écosystème, en fin de compte, à partir du moment où on a relié tous nos data centers et on a annoncé dans l'analyse deck qu'on finalisait ces interconnexions pour la fin de l'année pour également relier les différentes plaques géographiques, à partir de ce moment-là, on est sur un monde global où on va fournir une solution clé en main pour s'interconnecter à n'importe qui sur la planète à partir d'un même data center. Et ça, je pense qu'en termes de proposition de valeur, je ne connais pas d'autres à l'équivalent d'Equinix aujourd'hui. Et donc ça vous dit que ce sera finalisé à la fin de cette année, oui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a déjà fait les 3 plaques géographiques et d'ici la fin de l'année, on va relier les 3 plaques géographiques. D'accord. On parle, sans rentrer dans le détail technique, mais on parle d'un débit maximal de 8500 gigabits par seconde. Si on ça représente quoi? C'est ça. Alors c'est colossal puisque effectivement dans ces solutions de connectivité, on a un certain nombre de différentes solutions. On a parlé de ce bout de fibre qu'on appelle le Cross Connect. On a parlé du Cloud Exchange qui est cette hub d'interconnexion. Et puis on a également l'Internet Exchange, donc ce qu'on a inventé il y a 15-16 ans à peu près, qui donne cette capacité de peerer directement à l'ensemble des acteurs de l'Internet. Voilà. Et c'est là où on va retrouver effectivement des volumes d'échanges colossaux dans nos data centers. Et est-ce que dans vos choix de clients, enfin dans votre stratégie, il y a une orientation sur certains secteurs particuliers ou est-ce que finalement maintenant vous avez une plateforme suffisamment générale pour couvrir quasiment tous les secteurs? Alors, il est vrai que historiquement, on s'est beaucoup développé sur des écosystèmes comme celui de la finance, qui représente aujourd'hui 17% du chiffre d'affaires de l'entreprise. Parce que dès qu'on va chercher un pool de liquidité, en règle générale, on va se mettre chez Equinix parce que c'est là où sont tous les acteurs. Donc ça veut dire que vous arrivez à créer des écosystèmes finalement. Et donc vous agrégez, et donc plus vous avez d'acteurs de cet écosystème, plus c'est intéressant, c'est une espèce de boule de neige. Complètement, c'est ça, tout à fait. C'est-à-dire, dans la finance, à partir du moment où on a eu ce qu'on appelle le matching engine, qui est le moteur de la bourse, et on héberge aujourd'hui 70% des bourses mondiales, et bien à partir de ce moment-là, on a eu tout le monde de la finance qui est venu se coller, entre guillemets, s'agréger dans cet écosystème et rejoindre cet écosystème. Mais ensuite, cet écosystème, on l'a multiplié. Dans les gros consommateurs d'interconnexion, on va retrouver l'e-commerce, on va retrouver le digital payment, on va retrouver les médias, bien évidemment. Et donc, tous ces verticaux se retrouvent dans nos data centers. Et ce qui est intéressant, c'est que non seulement ils échangent avec leurs fournisseurs, donc principalement les fournisseurs de cloud, de réseau et d'informatique, mais de plus en plus aussi, ils échangent entre eux. Et c'est ça qui est intéressant dans l'évolution de l'interconnexion, c'est que ces échanges ne se font pas uniquement entre clients et fournisseurs, mais se font également entre partenaires. Oui. Et donc on se retrouve dans une chaîne de valeur où précédemment, chacun des acteurs allait travailler les uns après les autres. Et aujourd'hui, on va retrouver ces écosystèmes où tous les acteurs vont pouvoir travailler ensemble en même temps et tous être interconnectés dans des mêmes hubs qui sont ces fameux data centers. Le data center, c'est un peu un aéroport aujourd'hui. C'est un peu ça l'image. Et effectivement, le terme de hub, il est utilisé aussi pour les aéroports. Quand on regarde les cartes des compagnies d'aviation, on voit bien que c'est pas... C'est exactement ça. Voilà. Et nous, on va échanger des data et pas des passagers. C'est la bonne image, exactement. Voilà. Dernier point, on revient sur un thème qu'on a déjà abordé, tout ce qui est politique d'acquisition. Donc on a vu que vous avez été relativement actif. Alors, est-ce que vous allez continuer sur cette voie-là et donc avec les contraintes qu'on a dites tout à l'heure, prendre des gens qui sont sur des profils à peu près conformes aux vôtres. Et deux, c'est quand vous faites l'acquisition, puisque là c'est parfois pour des entreprises, on fait de l'acquisition de personnes, donc il y a évidemment des personnes, mais ce qui est important, ce sont les data centers. Vous faites l'acquisition de data centers. Et donc ça, techniquement, est-ce que ça pose des problèmes? Est-ce que c'est compliqué de mettre des data centers de fournisseurs tiers
complémentaire aux normes Equinix. Je suppose vous avez des normes internes. Alors, sur notre politique d'acquisition, on va continuer à être très sélectif. On en a fait 22 dans notre histoire. 22 réussis d'ailleurs, et je le précise parce que c'est très important. Toutes les sociétés qui font des acquisitions savent bien que c'est extrêmement compliqué d'intégrer une entreprise et qu'il y a des facteurs de risque assez importants. Donc c'est des 22 acquisitions qui aujourd'hui sont complètement intégrées à Equinix et qui sont des acquisitions réussies. Donc oui, on va continuer de manière très sélective, mais je pense que ce qui est important dans ces acquisitions, c'est pas tellement la présence géographique, parce qu'aujourd'hui, voilà, on est à peu près présent partout sur la planète. Là où il y a des grands hubs d'échange, Equinix est déjà présent. Mais c'est plus aller acquérir des densités d'échange de flux. Donc par exemple, aujourd'hui, on parle beaucoup des câbles opérateurs, des câbles sous-marins. Câbles sous-marins qui doivent se terminer quelque part dans un data center. Et donc une grosse partie de notre focus, c'est d'aller chercher ces câbles opérateurs, s'assurer qu'ils terminent dans nos data centers pour qu'ensuite ils puissent bénéficier justement de tous ces écosystèmes et puissent échanger leurs flux. Et donc on est toujours dans cette idée quand on va faire des acquisitions. La dernière aux États-Unis, quand on a fait l'acquisition des data centers de Verizon, eh bien, une des principales raisons, c'est que le hub d'interconnexion entre l'Amérique du Nord et l'Amérique du Sud, il est à Miami, il était chez Verizon et désormais il est chez Equinix. Donc on est toujours dans cette stratégie d'interconnexion sur les... Et la mise aux normes internes Alors la mise aux normes est capitale parce que aujourd'hui un client Equinix, si on prend les 10 premiers clients Equinix, ils sont présents dans plus de 60 data centers chacun. D'accord ? Donc, vous imaginez bien que quand vous êtes un client Equinix, vous vous attendez à avoir exactement le même service, la même plateforme, le même ERP à Shanghai, à Hong Kong, à Paris, à New York et à Sao Paulo. Et donc, il y a un gros travail d'intégration en fin de compte sur une plateforme unique, un ERP unique que nous avons construit. Et aujourd'hui, tous nos data centers dans le monde fonctionnent sur ce même ERP. Ce qui veut dire que n'importe quel client rentre chez nous à travers un portail. Et avec ce portail, il a l'ensemble de ces data centers avec les mêmes métriques, les mêmes normes opérationnelles, exactement la même chose partout au monde. Donc oui, il y a un gros travail d'intégration, mais qui est désormais bien rodé. Et c'est quelque chose que vous avez maintenant industrialisé, si je puis dire. Complètement. Il y a des équipes qui ne font que ça chez Equinix. On a à peu près 150 personnes qui sont exclusivement dédiées aux intégrations, juste les intégrations. Très bien. Écoutez, je crois qu'on a fait un tour assez complet. Régis Catanier, merci beaucoup. Merci pour ce tour d'horizon.